de se convertir. Le seul moyen serait éventuellement de se mélanger avec l'autre race. Et vous voyez, les gens qui ont une pensée raciste détestent les mélanges. Ils détestent l'idée du mélange. Donc, finalement, le seul moyen qui restait aux Juifs, défini comme une race d'échapper à une persécution, c'était de quitter l'Europe. Puisque le message qu'on leur envoyait, c'était que vous êtes des étrangers en Europe, vous êtes des étrangers dangereux qui n'ont pas leur place ici. Donc, en gros, ça voulait dire partez, foutez le camp de l'Europe, vous n'êtes pas des Européens, vous n'êtes pas des Indo-Européens. D'ailleurs, je précise, j'aurais dû le dire tout à l'heure, que lorsqu'on disait antisémite, vous pourriez éventuellement penser que ça englobait les Arabes, puisque la langue arabe est une langue sémitique. Mais à l'époque, en Europe, il n'y avait pas d'arabe. Il n'y avait pas d'arabe, donc à l'époque, c'était évident pour tout le monde que ce mot désignait les Juifs et seulement les Juifs. Il ne désignait pas les Arabes, ni les Araméens, ni les Éthiopiens, enfin, c'était vraiment les Juifs qui étaient visés. Alors, c'est pour cette raison que, fin du 19e siècle, vous voyez, face à cet antisémitisme qui se cristallise, eh bien, on a eu une émigration importante de Juifs qui ont quitté l'Europe pour aller vers le Nouveau Monde, ce qu'on appelle le Nouveau Monde, pour aller vers l'Amérique, vous voyez, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avec l'idée donc, dans ces vastes territoires avec beaucoup d'opportunités, ils pourraient faire leur vie dans de meilleures conditions qu'en Europe. Et malheureusement, je pense que, vous voyez, là je vais faire le lien avec votre voyage en Pologne et avec la Shoah, je pense que le préliminaire de la Shoah, c'est 1938 et 1939. 1938 et 1939, il n'y a encore aucun juif qui a été tué. Enfin, en comptant bien, on pourrait dire qu'en Allemagne, il y a eu quelques juifs tués, mais disons qu'il n'y a pas encore, on n'est pas encore au stade de massacre des juifs. Mais en 1938 et 1939, vous voyez, la guerre mondiale n'est pas encore commencée, mais c'est la période où tous les pays du Nouveau Monde qui avaient accueilli des juifs comme émigrants depuis 50 ans commencent à fermer leurs portes pour refuser d'accueillir des juifs européens qui cherchent à émigrer. Donc d'un côté, vous avez les nazis qui considèrent les juifs comme étant totalement étrangers et dont il faut se débarrasser. Vous avez dans toute l'Europe des pays qui ont peur de l'Allemagne nazie et qui commencent plus ou moins à s'adapter à la logique des nazis, à ne pas vouloir non plus accueillir des juifs. Vous voyez, par exemple, jusqu'en 1938, la France a accueilli beaucoup de juifs qui cherchaient à fuir l'Allemagne. La France était un des pays les plus accueillants. Mais à partir de 1938, la France n'en accueille plus. Vous voyez. Donc en fait, tous les pays d'accueil ferment leurs portes, en Europe et hors d'Europe. Et là, on est déjà dans les préliminaires de la Shoah, vous voyez, parce que les nazis veulent se débarrasser des juifs au départ par l'émigration. Et c'est seulement en 1940, fin 1940, quand ils constatent que l'émigration ne fonctionne pas, que Hitler prend la décision d'abandonner le projet d'émigration des juifs pour préparer un projet d'extermination des juifs. Donc, vous voyez, il y a un lien entre cette idée de se débarrasser des juifs en Europe et la décision nazie de se débarrasser des juifs par le meurtre, puisque dans le reste du monde, on ne les accueille pas. Alors, je vais pas aller plus loin sur le phénomène antisémite, vous voyez, basé sur la pseudo-race et sur le crime des nazis, qui est un peu le paroxysme de ça. Simplement, je fais remarquer en passant que lorsqu'on arrive à un génocide, comme c'est le cas pour la Shoah, lorsqu'on arrive à un génocide, on est dans un paroxysme de violence. Et donc souvent, vous avez une question naïve qui vient des enfants, ou qui peut venir peut-être de certains adolescents qui ont mal étudié ces sujets. La question naïve, c'est pourquoi les nazis avaient tellement de haine contre les juifs. Et alors là, ça renvoie au début de mon propos, peut-être parce qu'il y a quelque chose de bizarre chez les juifs, vous voyez, qui attire sur eux la persécution. Donc, en fait, si les nazis ont atteint un tel degré de haine contre les juifs jusqu'au génocide, c'est parce qu'auparavant, il y a eu une montée graduelle de la violence, vous voyez, contre les juifs. C'est-à-dire qu'il y a eu, à partir des années 1880, ce qu'on appelle les pogroms. Vous voyez. Les pogroms, ce sont des meurtres de juifs qui ne se chiffrent pas en millions ni en centaines de milliers, mais qui se chiffrent en centaines ou en milliers. Enfin, progressivement, d'ailleurs, il y a eu une montée, vous voyez, des chiffres de victimes juives des pogroms. Les grands pogroms ont eu lieu en Russie, vous voyez, dans l'Empire tsariste, dans les années 1880, puis dans les années 1900, puis finalement dans les années 1918. Et au total, à la fin, on peut compter en centaines de milliers l'ensemble des victimes. Donc, vous voyez, on est là vraiment dans les étapes qui ont précédé la Shoah, et sans lesquelles on ne peut pas comprendre la Shoah. C'est parce qu'il y a eu une montée progressive de la violence contre les juifs, vous voyez, qu'on a banalisé le fait de faire couler le sang des juifs, et aussi qu'on a banalisé symboliquement
fait de prononcer des paroles meurtrières contre les Juifs. Parce qu'en général, quand on s'apprête à tuer des êtres humains, on s'apprête d'abord à les tuer symboliquement, en parlant d'eux avec un vocabulaire déshumanisant. Et là, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand on commence à parler d'un groupe humain avec un vocabulaire qui les désigne soit comme des bactéries, soit comme des animaux nuisibles, c'est qu'on a l'intention, vous voyez, à un moment ou à un autre, de passer au meurtre contre ces gens, parce qu'il y a dans les êtres humains un vieux fond de tabou qui fait que même le criminel endurci sait qu'il est en train de transgresser un tabou quand il va tuer un autre être humain. Donc, pour transgresser ce tabou, il faut arriver à se persuader soi-même que ce ne sont pas des êtres humains qu'on a en face de soi. Alors, vous voyez, pour ne pas être trop long, je vais arriver directement à l'après-Shoah. C'est-à-dire que je voudrais attirer votre attention là-dessus. Une fois qu'on a bien compris le mécanisme de la haine nazie contre les Juifs, une fois qu'on a compris le mécanisme de la haine chrétienne, qui n'est pas la même chose, mais qui indirectement, vous voyez, a contribué à préparer les mentalités au fait que finalement les Juifs sont des drôles de gens dont il faut se méfier, et que si quelqu'un peut s'en débarrasser, bah, tant pis, c'est pas si mal que ça. Donc vous voyez, je ne confonds pas les deux phénomènes, mais il y a indirectement un rapport entre la haine chrétienne et la haine nazie. Une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question de la haine contre les Juifs aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement personne ne se réclame du nazisme ouvertement. Vous avez éventuellement quelques hooligans, quelques jeunes un peu bizarres qui se réclament du nazisme. Enfin, c'est assez marginal. De même, la haine chrétienne, elle est heureusement en grande partie résorbée. Les églises ne disent plus aujourd'hui ce qu'elles disaient avant, elles disent le contraire. Donc, quand un chrétien dit ce qu'on disait jadis, ben,